Coucou Isaline, tu m'entends bien? Tu m'entends? Oui, parfait, super. Bah écoute, apparemment, ce sera, un live entre nous 2. Il y a toujours des gens qui s'inscrivent, mais qui finalement ne viennent pas ou peut-être qu'ils viendront plus tard. Voilà, donc on va commencer, hein, vu que le timing est passé. En tout cas, content de te voir. Hem, pour commencer, j'avais envie de faire un petit exercice. Tu veux dire quelque chose? Je t'entends pas. Ouais. Allez, voilà. Laetitia, si pour toi c'est pas chouette d'être juste à nous deux et que tu as envie d'annuler, tu te sens pas obligée hein, tu Ah vois? non, mais je me sens pas du tout obligée. Ok, ok, d'accord. Non, c'est gentil, Non, mais de toute façon, voilà, c'était programmé et je me suis dit enfin, en fait, j'ai l'habitude. C'est-à-dire que je sais bien comment ça se passe, dans le côté en ligne et s'il y a personne, bah, c'est pas si grave que ça parce qu'il y en a qui vont revoir aussi en replay. Je sais qu'il y en a qui voulaient venir mais qui n'ont pas pu et donc qui regarderont, en rediffusé. Donc voilà, ça fait mm, partie, de ok. la vie. Mais en tout cas, Mhm. contente que tu sois là. Ce que je propose pour, donc en tout cas pour celles aussi, celles et ceux qui le regarderont en rediffusé, bienvenue à cette conférence live où je parlerai de, la thématique de la transformation en lien avec la simplicité et entre autres, bah, comment changer ses croyances et son mindset, mais simplement et efficacement. Parce que bien souvent, on a ce truc de enfin, cette idée qu'on doit transformer nos croyances limitantes, mais en fait, on ne sait pas comment et on a beau essayer de, trouver une petite phrase, une affirmation positive pour essayer de changer notre croyance limitante. En fait, on se rend compte bien souvent que ça marche pas. C'est pas si simple que ça, finalement, c'est pas si facile que ça et moi, j'ai envie à travers ce live de vous dire qu'en fait, oui, c'est simple, mais c'est juste que bien souvent, on va pas chercher au bon endroit et c'est ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Hem, mais avant de commencer, j'ai envie de, vous inviter, de t'inviter Isaline à, faire un petit exercice juste corporel. Donc je vous invite à fermer les yeux quand vous êtes prêts, à prendre une bonne inspiration et expirer lentement. Encore une fois, on inspire et on expire. Et tout en gardant les yeux fermés, je vous invite à laisser résonner le mot simplicité à l'intérieur de vous. Quand vous pensez à ce mot, quand vous vous connectez à votre corps en pensant à ce mot, simplicité, que ressentez-vous dans votre corps, dans vos sensations? Simplicité. Comment ce mot résonne à l'intérieur de vous? S'il y a des réponses qui te sont venues, Aline, je t'invite à peut-être me les mettre dans le chat. On n'a pas souvent l'habitude de revenir à son corps, et surtout si on pense à un mot. Mais pourtant, les mots peuvent avoir un réel impact dans notre corps. Juste de penser à ce mot-là, ça peut nous induire quelque chose, on peut ressentir des choses juste avec un mot. Donc Isaline, est-ce qu'il y a des choses qui te sont venues par rapport à ce mot? Tu dirais quoi? C'est quoi les sensations? Est-ce qu'il y a eu une sensation de légèreté, d'ouverture? Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps? Ou est-ce que tu as peut-être rien ressenti du tout? Je te laisse prendre le temps de d'écrire.
Sensation de légèreté. Yes. Et cette sensation de légèreté, tu l'as sentie où dans ton corps? Est-ce que c'était dans tout le corps? Est-ce qu'il y a une partie en particulier où tu as ressenti plus cette sensation? C'est où que ça se passait dans ton corps? Ok, intéressant. Il y avait aussi un conflit, quelque chose qui ne voulait pas lâcher. Ok. Ok, c'était plus calme au niveau de ton esprit quand tu pensais à ce mot simplicité. Ok. Je t'invite maintenant à refermer tes yeux. Tous ceux aussi qui regarderont en rediffusé, je vous invite à faire l'exercice. Refermez vos yeux, rendez-vous une bonne inspiration. Expirez lentement. Et je vous invite maintenant à laisser résonner à l'intérieur de vous le mot, ou plutôt les deux mots, croyance limitante. Pensez à ce mot, croyance limitante. Que ressentez-vous à l'intérieur de vous? Isaline, si en tout cas tu as des réponses, des choses qui te sont venues, tu peux encore une fois me les écrire dans le chat. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps quand vous pensez croyance limitante? J'adore cet exercice. Se serrer dans la poitrine, c'est étroit. Ouais, ouais. Pour avoir fait l'exercice moi-même, je confirme. Je confirme que tout de suite, juste le mot, c'est dingue le pouvoir des mots. Juste le mot donne une sensation où tout de suite, tac, il y a quelque chose qui se ferme, il y a quelque chose qui se serre à l'intérieur de soi, de son corps. Alors, je vais mettre le PowerPoint pour la suite. J'avais envie, j'ai fait des petites recherches. J'ai fait des petites recherches. Voilà, tac, à partir du début. J'ai eu envie d'aller voir. Attendez, ça bug un peu. Voilà, d'aller voir quelles sont les origines des croyances limitantes. Parce que croyances limitantes, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le dev perso, dans le développement personnel, dans le coaching aussi. Et je me suis dit, mais allez, ça vient d'où en fait cette idée, cette notion de croyance limitante? Donc, les origines, merci à ChatGPT qui m'a pondu ce texte. Les croyances limitantes trouvent leurs origines dans la psychologie cognitive, euh, où vraiment là, on a vraiment vu et étudié l'impact des pensées et donc forcément des croyances sur les émotions et sur les comportements. Ensuite, la programmation neurolinguistique, la PNL, a développé aussi vraiment ce concept de croyance limitante. Enfin, a pas développé, mais en tout cas, la notion des croyances limitantes est centrale dans la PNL, de nouveau avec cette idée que les croyances influencent les émotions qui vont influencer les comportements. Et puis, il y a eu le développement personnel qui a repris un peu toutes ces idées-là, ces approches-là, le coaching aussi qui va beaucoup parler des croyances limitantes. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal au final que je vous parle de tout ça parce que moi-même, je suis coach aussi. Hem, mais j'ai vu les limites, des croyances limitantes et je vous en parlerai un peu plus tard. Mais ce qu'il faut retenir de tout ce charabia, c'est finalement que ces approches-là, ce qu'elles disent, c'est que les croyances limitantes influencent les émotions qui influencent les comportements. Ça veut dire que si j'ai une croyance, si j'ai un comportement, que je désire pas avoir, par exemple, je procrastine alors que j'aimerais, passer à l'action, me rendre visible sur le web, enfin là je prends plus le cas par exemple d'entrepreneur et que j'y arrive pas, ça veut dire que j'ai une croyance derrière ça. Par exemple, la croyance que je suis nulle et donc cette croyance-là m'amène une émotion
par exemple, c'est plutôt un sentiment, mais par exemple, le manque de confiance en soi, qui va apporter finalement ce comportement où je vais procrastiner, où je vais pas réussir à passer à l'action. Et donc on arrive dans une boucle un peu qui est, j'ai pas envie de dire éternelle, j'allais dire. Une boucle. Hem, hop, je suis à la prochaine page. Donc eux, par rapport à ces approches-là, ce qu'ils disent, c'est que c'est quelque part les croyances qui sont à l'origine et que donc si on vient modifier sa croyance, tout le reste va débloquer. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qui de vous a essayé de changer ses croyances et pourtant ça n'a pas changé tout le reste? Je sais pas Isaline, si toi tu as déjà testé les techniques, affirmation positive, mettre des petits post-it avec des phrases, toutes ces choses-là, essayer de vraiment changer mot pour textuellement sa phrase, sa croyance limitante par une phrase positive. Dans mon expérience, moi j'ai essayé ça, voilà, j'ai essayé ça pendant 2 ans quand même. Et ce que j'ai vu, c'est que malheureusement, ça n'a pas changé par la suite ni mon mindset, ni mes croyances, ni mes comportements. Et donc c'est là qu'on s'est dit finalement que c'est compliqué. Parce qu'on s'est dit: «Mais, j'essaie de changer, j'arrive pas», donc c'est compliqué en fait. C'est compliqué de changer ses croyances, son mindset et cetera. En fait, il y a plusieurs choses qui sont compliquées qui sont compliquées. Plusieurs défis par rapport à ces approches cognitives. C'est que déjà j'ai mis 99 des pensées, mais en fait, c'est plus que 99 des pensées sont inconscientes. Donc déjà, parfois, c'est compliqué d'identifier quelle est la pensée, la croyance qu'il y a derrière tel comportement, telle émotion, tel mindset. Donc mindset, c'est état d'esprit pour ceux qui ne le sauraient pas. Hem Et puis, même si on arrive à identifier une croyance, comment savoir si c'est vraiment celle-là qui nous bloque le plus et qui est à l'origine de notre comportement? Et c'est une réelle problématique parce que moi, j'ai coaché des gens, j'avais beau essayer d'aller voir avec eux qu'est-ce qui était derrière ça, quelle était la croyance limitante qui était derrière leur comportement et des comportements qui étaient parfois très problématiques, très conflictuels. Bah, j'ai eu comme ça une personne, elle savait pas, elle n'arrivait pas à dire quelle était la croyance derrière. Et parfois, il y en a qui savent dire, nommer une croyance derrière, mais qui savent pas nécessairement d'où elle vient. D'où vient cette croyance exactement? Quelle est l'origine de cette croyance? Et si on a vécu un trauma, on peut avoir vécu du coup une amnésie qu'on a vraiment volontairement, pas vraiment volontairement en fait, c'est un mécanisme de protection qui fait qu'on a oublié cet épisode-là, cet événement-là. Ben, si on a oublié, comment on fait? Est-ce que ça veut dire que du coup, on peut pas travailler là-dessus? Ça veut dire qu'on Est-ce que ça veut dire qu'on peut pas changer son comportement? Est-ce que ça veut dire qu'on peut pas changer ce qu'on aimerait changer dans notre vie? Parce qu'en fait, c'est ça la question au final, c'est si vous êtes là, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie, il y a des choses que vous avez envie de changer dans votre vie, vous avez envie quelque part peut-être de devenir une meilleure version de vous-même, vous avez peut-être envie, voilà, d'avoir des comportements qui soient parfois différents, vous avez envie de vous sentir différent. Mais si on ne sait pas d'où ça vient, bah mince alors, comment on fait alors avec cette approche? Et puis même si on sait qu'on arrive à identifier quelle est notre croyance limitante, même si on arrive à identifier d'où elle vient, quel est l'événement à l'origine, ben, on a beau savoir ça, mais souvent, on a l'impression que cette croyance, elle est tellement fortement ancrée à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas en fait à la changer. Donc c'est compliqué, voire impossible d'avoir accès à notre inconscient, du coup, carrément de le changer. Et puis, ben, je crois qu'on a tous vécu ça, d'avoir voulu changer des croyances limitantes et de ne pas être arrivé en fait à les changer.
Il y a une explication à ça. Il y a, clairement et ça va vraiment vous bref, déculpabiliser de comprendre que en fait, cette approche a des limites, a des lacunes et n'est pas totalement la vérité. Mais je vais y venir par la suite. Ce que j'avais envie de vous partager là, c'est que moi-même, j'ai vécu ça, voilà, j'ai découvert le développement personnel il y a pas si longtemps finalement parce que je l'ai découvert en 2021, assez tardivement. J'ai découvert par la même occasion le coaching. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup et au dev perso et au coaching. J'ai suivi plusieurs formations, notamment, avec David Laroche pour ceux qui peuvent le connaître et hem et en fait, j'ai vite détecté une croyance que j'avais qui était en fait, je sentais à la base, avant d'identifier une croyance, je sentais que je manquais de confiance en moi. C'était très, très fort. Je sentais dans mon corps que je manquais énormément de confiance en moi et que j'avais l'impression que j'avais rien à apporter aux gens. Donc, quand j'ai compris que je devais identifier ma croyance, je me suis dit: «Bah, ma croyance, c'est j'ai l'impression que je n'ai rien à apporter aux autres. J'ai l'impression qu'en fait, voilà, j'ai pas de valeur et donc j'ai rien à apporter en fait, ou ce que j'ai apporté, c'est pas intéressant, du moins. C'est pas J'ai pas de la valeur à apporter aux gens et là, j'ai essayé pendant 2 ans de faire tous les exercices possibles imaginables, de me faire coacher par rapport à cette croyance-là pour la débloquer et honnêtement, j'y suis pas vraiment arrivée. Pas vraiment arrivée jusqu'à peu. Mais je suis pas du tout passée par le chemin justement du coaching, du dev perso et tous les exercices qu'on peut faire dans le dev perso pour essayer de changer sa croyance limitante. Ce qui est arrivé, c'est que finalement, j'ai un peu lâché prise tout ça, j'en avais marre, je me suis dit: «Changement moyen, moyen, ça a pas vraiment changé, quelque chose». J'ai toujours cette cette insécurité fondamentale à l'intérieur de moi, cette impression fondamentale à l'intérieur de moi que je manque de confiance en moi et que j'ai rien à apporter aux autres. Et puis, en 2024, enfin fin 2023, j'ai découvert la méditation pleine conscience. C'est pas du tout le propos de enfin voilà, c'est pas ce que je vais vous vendre. En vrai, j'ai rien à vous vendre à la fin de ce live, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment passé par là. J'ai découvert la méditation pleine conscience et au fur et à mesure des mois, des semaines, des mois, voilà, j'en ai fait vraiment une pratique régulière pour le coup. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans. C'était pas du tout dans l'optique de changer ma vie, c'était pas du tout dans l'optique de changer ma croyance limitante, c'était pas du tout dans l'optique d'avoir plus de confiance en moi et après 3 mois, ce que j'ai découvert, c'est que, j'étais beaucoup moins stressée. En fait, je me suis rendu compte en étant moins stressée que j'étais archi stressée dans mon quotidien, mais sans m'en rendre compte. C'était presque inconscient. En fait, j'étais tout le temps stressée, mais vu que c'était mon quotidien, que c'était permanent, je m'en rendais même pas compte. Je me suis rendu compte que j'étais archi stressée dans un stress constant le jour où je l'étais plus, en fait. Hem, donc j'ai remarqué que tout à coup, j'étais beaucoup moins stressée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée. J'ai mis aussi plus de sang-froid. J'ai une anecdote par rapport à ça. À un moment donné, on essaye avec mon mari de faire sortir, notre chat dehors. On habite en appartement et donc on s'est dit: «Peut-être que ça peut être chouette pour elle de sortir dehors un peu, voir la nature et tout ça, un peu plus de liberté» et donc on lui a mis une laisse, on l'a quand même, amenée dans un endroit qui était plus ou moins clos et puis, au début, ben, voilà, elle s'est promenée avec sa petite laisse et tout et en fait, c'était un endroit clos, avec une clôture, mais il y avait un endroit où il y avait un trou dans la clôture et où elle en fait, je voyais qu'elle essayait d'aller en dessous et donc moi, j'ai un peu tiré sur la laisse en mode: «Non, non, non, tu vas pas aller par là en dessous, c'est pas une bonne idée» parce qu'en plus, nous, on n'arrivait pas à aller de l'autre côté. Hem et voilà, c'est une clôture fermée, il y avait pas de porte ou quoi pour passer, pour que nous on aille de l'autre côté de cette clôture-là et en fait, elle a réussi à se défaire de sa laisse et bon, je vous explique pas, hein, pendant 1 heure, mon mari, il a essayé d'escalader la clôture au-dessus, c'était tout un il a cassé ses chaussures, enfin, c'était tout un truc. Mais moi, j'ai été impressionnée parce que j'ai gardé mon sang-froid tout le long
Et avant, mais avant, mais je sais pas, avant, j'aurais paniqué, je crois. J'aurais vraiment, en mode: «Ah non, elle est partie, on sait plus rien faire, enfin voilà, on l'a plus, elle a plus sa laisse, on va la perdre». Je me serais fait des scénarios catastrophiques dans ma tête, en mode, m'imaginant déjà faire mon deuil de mon chat, enfin, tu vois? M'imaginant qu'il lui arrive le pire des trucs. Et là, j'ai gardé mon sang-froid, je me suis pas fait de scénario, je suis restée dans le présent, je me suis dit: «Bon, elle est partie, mais on va rester là, on va garder son calme, on va voir ce qu'on peut faire». Et puis, voilà, bon, finalement, la fin de l'histoire, c'est que elle est revenue, elle est revenue à nous et tout s'est bien passé. Mais pour moi, ça a été clairement un fruit quelque part de, ces semaines, ces mois de pratique régulière de méditation, et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Parce que là, je suis pas là du tout, du tout, du tout pour vous convaincre de méditer. Je vais vous expliquer, l'approche scientifique qu'il y a derrière tout ça. Ce que j'ai senti aussi, c'est que j'avais beaucoup plus de gratitude au quotidien, mais sans faire d'efforts. Parce que moi, j'ai pris un programme sur la gratitude, plusieurs mois auparavant, avant d'entamer, cette formation de méditation pleine conscience. Et quand j'ai fait cette formation sur la gratitude, j'avais vraiment l'impression que je devais me forcer, à être dans la gratitude, et je me suis dit: «Ben, c'est peut-être normal, il faut que je passe par là, il faut que je me force à la gratitude pour que ça devienne au fur et à mesure naturel». Bon, à un moment donné, j'ai arrêté cette formation, j'ai même pas terminé jusqu'au bout parce que ça m'a saoulée, et là, naturellement, je sentais que j'avais beaucoup plus de gratitude, en faisant zéro effort. On est d'accord. Là, je faisais zéro effort et c'était naturel au quotidien, j'en avais beaucoup plus. Beaucoup plus facile aussi du coup de profiter de l'instant présent dans mon quotidien. Environ 8 mois plus tard, parce que bon, moi j'ai pas calculé, hein, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de changements dans ma vie et je comprenais pas en fait. Je me suis dit: «Mais comment ça se fait qu'il y a tous ces changements-là qui s'opèrent?» alors que pendant 2 ans, j'ai essayé de travailler sur moi, d'arrache-pied, faire plein d'exercices, faire du coaching et cetera, et là, je fais quasiment rien du tout. Enfin, je fais une méditation par jour quoi, mais voilà. Ça semblait pas, un grand travail sur moi au quotidien, et il y a eu tous ces résultats-là. 8 mois plus tard, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais confiance en moi, confiance en ma valeur, confiance en ce que je pouvais apporter, et que cette croyance limitante que j'avais et qui est restée enracinée, ancrée pendant 2 ans, ce truc de «je n'ai rien à apporter aux autres», j'ai réalisé que je l'avais plus. Et pour moi, il y a eu plusieurs trucs, mais c'est comme si tout à coup, je voyais, je me sentais capable de faire des choses que jamais auparavant je me serais sentie capable de faire. Par exemple, il y avait un j'étais en contact avec un entrepreneur, mais un entrepreneur, vraiment, voilà, beaucoup plus avancé que moi, beaucoup plus aguerri, qui gagne, je ne sais pas combien de, milliers d'euros, par mois, et je lui ai proposé, mais c'était vraiment je vous dis, c'était vraiment un élan naturel de mon cœur, 0 pression, zéro stress, zéro effort. Il y a eu un élan de mon cœur pour lui proposer un partenariat, pour lui proposer mes services, hem, au niveau de la régulation du système nerveux, et c'était vraiment, c'était naturel, c'était fluide. Quand je lui ai proposé ça, j'avais zéro stress, j'étais super zen et je me suis dit: «Mais waouh! Jamais auparavant je me serais vue faire ça». Je me serais vue penser, ne fût-ce que penser à lui proposer un truc pareil. Donc ça m'a donné beaucoup de confiance en fait dans ce que je pouvais apporter, confiance en ma valeur, de l'autocompassion aussi, de l'amour, pour moi qui était naturel. Encore là, ça c'est aussi quelque chose, c'est que pendant longtemps, pendant longtemps, quand j'ai découvert le dev perso, il y avait vraiment ce désir de m'aimer davantage dans tous mes aspects, mais j'avais l'impression que voilà, comme je me forçais, je devais faire de l'effort pour ça, et même en faisant de l'effort, j'avais l'impression que j'y arrivais pas. Et là, c'était, enfin vraiment, je sens que j'ai beaucoup plus d'amour pour moi-même, mais c'est naturel. En fait, j'ai rien fait pour ça, j'ai pas fait d'exercice, je me suis pas cassé la tête, j'ai pas f voilà.
naturel. Et il y a aussi une nouvelle perception du monde. Avant, je voyais le monde comme une lutte et maintenant, je vois le monde comme quelque chose qui est beau, comme, voilà, je fais confiance en la vie, je fais confiance dans mon futur. Il y a ce truc où, je me dis: «Peu importe ce qui se passe, je fais confiance que tout est opportunité». Et ça, c'est vraiment aussi, quelque chose de nouveau pour moi. On dit souvent, alors je ne sais pas si toi, Isaline, c'est quelque chose que tu as entendu, ce côté de «tout est opportunité», voilà, affirmation positive, «tout est opportunité». Mais moi, j'avais beau essayer de me le dire, ça rentrait pas à l'intérieur, en fait. Et là, je remarque que j'ai naturellement cet état d'esprit-là, cette perception-là sur le monde, sur les événements, sur mon quotidien. Hem, je vais, attends, il est quelle heure là? Oui, non, je vais avancer. J'hésitais à vous partager une anecdote par rapport à ça, mais je vais passer. Comment est-ce que c'est possible? Dans les années 1990, hem, il y a eu une nouvelle étude scientifique qui a vu le jour, mais qui a été, qui a été connue, enfin qui a été, ouais, vraiment, qui a gagné en visibilité, de manière internationale seulement dans les années 2000. Donc c'est pas si, hem, enfin c'est assez récent finalement encore. Cette nouvelle étude scientifique, a montré que le corps captait les signaux, les informations une demi-seconde avant le cerveau. Parce que avant, dans l'approche cognitive, on pensait que tout venait d'abord du cerveau, que tout venait d'abord des pensées et que à partir de là, le reste suivait. Mais là, on s'est rendu compte qu'en fait, non, les choses passent d'abord par nos sens. Par nos sens, par des capteurs externes, mais aussi internes à l'intérieur de nous, qui véhiculent ces informations-là au niveau de notre système nerveux et qui ensuite seulement passent au niveau de notre cerveau. Le truc, c'est que pourquoi on pensait que tout partait d'abord du cerveau? Parce que c'est seulement quand ça arrive au cerveau, en tout cas, c'est seulement quand ça arrive au cerveau limbique et au néocortex, qu'on en est conscient. Donc, parce qu'à ce moment-là, on en est conscient, on a cru que tout partait de là. Alors qu'en fait, non. Avant ça, il y a souvent, la plupart du temps d'ailleurs, tout un processus qui passe d'abord par le corps. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a des récepteurs, donc comme j'ai dit, hein, internes et externes, qui captent les infos. Ça va, notre système nerveux va ensuite capter si on est en insécurité ou en sécurité. Il va donner cette information-là à notre cerveau. Et donc, à partir de la colonne vertébrale, donc vous voyez ici le petit bonhomme, là, à partir de la colonne vertébrale, ça va monter au niveau de la nuque et ça va monter d'abord dans le cerveau reptilien. Donc, c'est la partie orange. Ensuite, ça va passer par la partie rouge qui est le cerveau limbique, qui est le siège des émotions et de la mémoire. Et donc là, on va ressentir des émotions, on va avoir des sentiments, des sensations. Et ensuite, après, ça va passer au néocortex qui, lui, va vouloir donner du sens à tout ça. Et donc là, vont se créer les pensées et les croyances. Et donc, cette nouvelle étude scientifique, quelque part, elle montre tout l'inverse des autres études parce que du coup, eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est d'abord l'expérience du corps qui est d'abord là, qui va ensuite créer des émotions et des sentiments, qui vont ensuite créer des croyances et ensuite, de là vont découler des comportements. Donc, on est dans un schéma qui est totalement différent. C'est pas pour autant que l'autre schéma est totalement faux. Mais, et c'est ça qu'ils ont découvert, c'est que ce qu'ils ont montré, c'est que 80% des informations passent du corps au cerveau et seulement 20% passent du cerveau au corps. Donc oui, quand tu as des croyances limitantes, ça peut influencer tes émotions, mais il y a seulement 20% d'impact. 80% d'impact va être d'abord l'expérience que tu vis dans ton corps qui va
Ou par exemple, si dans ton corps, ton système nerveux, il expérimente de la sécurité ou de l'insécurité, et ça souvent c'est d'abord inconscient, c'est ça qui va déterminer tes émotions et tes sentiments. Donc si par exemple, ton corps, ton système nerveux détecte de l'insécurité, tu vas avoir ce sentiment finalement, ce manque de confiance en toi, et ce manque de confiance en toi va créer la croyance, et ça c'était ma croyance: «Je n'ai rien à apporter aux autres». Et puis de là vont découler des comportements qui peuvent être par exemple de la procrastination. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est beaucoup d'informations. Je me fie sur toi Isaline, tu me dis oui? OK, parfait. Est-ce que tu es surprise par, ce truc-là, ce nouveau schéma ou pas? J'ai vu ton geste. Attends. Ah! Attends, je vois plus tes commentaires. Ah non, tu en as pas encore écrit. Alors, pendant que tu m'écris, un peu surprise, oui. Bah, en fait, c'est ça. C'est très surprenant. Moi, ça m'a franchement, j'étais totalement perdue, chamboulée. Limite, j'étais en colère. Je me suis dit: «Comment ça, dans ma formation de coaching, on me disait que les croyances influencent les émotions qui influencent, les comportements et là, on me dit un truc totalement différent». D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais là, dans ce schéma-ci, les émotions sont avant les croyances et pas après les croyances. Dans l'autre schéma, on disait les croyances influencent les émotions qui influencent les comportements. Et là, en fait, dans ce schéma-ci, c'est l'inverse. C'est les émotions et sentiments qui influencent les croyances. Donc je me suis dit, non, mais comment ça, on m'a dit du bullshit là dans ma formation de coaching là? Alors, c'est pas totalement du bullshit, parce qu'effectivement, il y a 20, et c'est seulement 20 quand même, hein, 20 des informations qui vont du cerveau au corps, 80 des informations qui vont du corps au cerveau. Et donc si on le met en parallèle avec les 2 schémas que j'ai repris, on voit que, voilà, oui, ce schéma-là, avec les croyances limitantes qui influencent les émotions et les comportements, oui, c'est vrai, mais à seulement 20. Et c'est ça qui explique au final que juste changer sa croyance limitante ne fonctionne pas. Parce que si j'essaye de changer ma croyance limitante en faisant une affirmation positive, mais que dans mon corps expérimente de l'insécurité, mon système nerveux me dit: «Non, non, 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 moi je vois qu'il y a de l'insécurité». J'ai beau essayer de changer au niveau de ma tête, ma croyance, ça n'aura aucun effet, aucun effet. Ce qui est chouette dans cette nouvelle, approche, c'est que ça nous permet de se dire qu'en fait, c'est pas nous le problème si on n'y arrive pas. C'est juste qu'on n'était pas au bon endroit. On essaye de changer au niveau de notre mental, nos croyances, alors qu'en fait, on doit revenir à notre corps. Alors, je vérifie juste que j'ai dit tout ce que je devais dire et que j'ai pas omis des choses importantes. Et au final, c'est ça, c'est exactement ce qui m'est arrivé au final. C'est que tant que j'essayais de changer au niveau de mon mental, tant que j'essayais de changer mes croyances limitantes au niveau de mon cerveau, ça n'avait aucun écho, aucun effet. Pourquoi? Parce que inconsciemment, je m'en rendais même pas compte. Inconsciemment, mon système nerveux, lui, était dans un mécanisme de survie qui fait que il vivait de l'insécurité et donc tant qu'il vivait de l'insécurité, j'avais ce sentiment, ce manque de confiance en moi. Parce que j'avais ce manque de confiance en moi, j'avais cette croyance qui restait de: «Je n'ai rien à apporter aux autres». Et quand finalement, à travers la méditation pleine conscience, je me suis reconnectée à mon corps, qu'est-ce que ça a fait finalement la méditation pleine conscience chez moi? C'est que ça m'a reconnectée à l'expérience ici et maintenant que je vis dans mon corps. Ça m'a remis dans un espace de sécurité.
ça a régulé mon système nerveux, qui fait que finalement, et donc on en revient à ce schéma, le schéma de gauche, finalement, parce que ça a régulé mon système nerveux, parce que mon corps s'est remis en sécurité, ça a changé tout le reste. Ça a changé mes émotions, ça a changé ce sentiment de manque de confiance en moi dans la confiance en moi et ça a totalement balayé ma croyance. Et c'est ce qui m'a permis finalement d'avoir des nouveaux comportements que je n'avais pas auparavant, comme proposer, mes services, un partenariat avec un entrepreneur, hyper, voilà, beaucoup plus avancé que moi. Maintenant la question, j'imagine, Isaline, que tu te poses, c'est: «OK, comment on fait pour changer concrètement son expérience dans son corps? Comment on fait?» Alors, pour ça, je vais vous parler de 2 approches scientifiques. La première, forcément, c'est la plus centrale, c'est le système nerveux autonome. Parce que quand on dit que tout passe d'abord par le corps, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a, et après je vous parlerai de la neuroplasticité par l'expérience par la suite. Hem, c'est parce que tout passe d'abord par nos sens et en fait, c'est logique. On n'est pas des êtres, j'ai envie de dire spirituels ou, on est d'abord des êtres humains incarnés, on vient, de l'animal, hein, quand même. Donc c'est logique en fait que tout passe d'abord par nos sens, par notre corps et donc nos sens, on va avoir des récepteurs internes et externes qui vont capter des informations, qui vont l'amener au niveau de notre système nerveux, qui lui va donner le signal, rechercher si on est en sécurité ou en insécurité, et qui va après ensuite donner ce signal au cerveau. Le système nerveux autonome. Il y a 3 branches au système nerveux autonome. La première, c'est le parasympathique dorsal, donc que vous voyez en vert ici sur, le bonhomme. Le parasympathique dorsal, c'est vraiment lié à notre évolution, hein. Donc cette branche-là, elle date de l'époque où on était encore, des vertébrés et des reptiles. Et donc c'est une branche où, on va être dans l'immobilisation, où on va être inhibé quelque part. Donc typiquement en termes de sensations, ça va être par exemple le fait de ne pas avoir d'énergie, le fait de vouloir rien faire. C'est typiquement la personne qui par exemple va avoir une procrastination pas, passive, donc qui va, vraiment, elle va rien faire quoi. Elle va passer sa journée à défiler, sur Facebook, TikTok ou peu importe, hem, ou, sur Netflix et qui va pas être capable de se mettre en mouvement, par exemple. Hem, ensuite, avec l'évolution, il y a eu ah! Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, non, c'est bon. Il y a eu une deuxième branche, qui est la branche sympathique, qui est venue avec les mammifères, entre autres, et ça, c'est une branche de toujours un système de survie. Hem, c'est voilà, quand on est passé en fait, il faut vraiment penser en termes d'évolution, hein. Au début, quand il au tout début de la Terre, la naissance de la Terre, il y a eu d'abord, les petites bactéries, les petits virus, ensuite les vertébrés, les reptiliens. Bah, les vertébrés, les reptiliens, voilà, à part rester immobiles quand il y a un danger, ils savent pas faire grand-chose. Ensuite, quand ça a évolué et qu'on a commencé à avoir des pattes, entre autres, ben, là, il y a eu une autre branche, du système nerveux qui s'est développée, la branche sympathique, où là, les animaux ont été capables d'attaquer ou de fuir. Typiquement, voilà, l'antilope, qui voit, le lion qui va vouloir tout de suite, fuir pour survivre. Donc c'est toujours un système de survie et ensuite, il y a eu une troisième branche qui, s'est développée plus quand on a commencé à devenir des primates. Et donc là, c'est la branche parasympathique ventrale qui est une branche c'est la seule qui n'est pas un système de survie. C'est la seule où on peut se sentir en sécurité et où on va du coup aussi être en lien avec les autres. Tant qu'on est dans du parasympathique dorsal ou dans la branche sympathique, on va être dans un système de survie, c'est-à-dire que le système nerveux va essayer sans cesse, à votre insu, c'est vraiment, je le répète encore, c'est inconscient, il va sans cesse chercher à savoir si vous êtes en sécurité
ou non. Et la moindre chose qui peut le faire penser que vous êtes en insécurité va le faire basculer soit dans la branche sympathique, soit dans la branche parasympathique dorsale. Automatiquement, c'est un mécanisme de protection qui va faire en sorte que vous allez, par exemple, procrastiner ou vous éparpiller, ou je vais vous montrer après le lien entre les comportements et le système nerveux. Mais ce qui est important là à dire, c'est que il y a différents facteurs qui vont influencer votre système nerveux et entre autres, dès votre naissance, l'éducation que vous avez reçue, les parents que vous avez eus, si vous avez eu des parents avec un système nerveux dérégulé, très probablement que ça vous a dérégulé dès l'enfance sans que vous en ayez conscience. S La manière dont vous avez vécu votre enfance, les traumas que vous avez vécus, dans votre vie. Trauma, c'est par exemple un burn-out. Un burn-out, c'est un trauma. Donc quand je parle de trauma, c'est pas juste, les viols ou, je sais pas trop quoi, hein. Quand je parle de trauma, c'est quelque chose qui a fait en sorte que votre système nerveux s'est senti en insécurité et ça peut faire en sorte que après votre système nerveux va vous garder en insécurité. C'est comme si vous allez rester coincé dans un état de survie en particulier et finalement, vous allez vivre comme ça votre vie, sans vraiment vous rendre compte que vous êtes resté coincé dans un état de survie. Les gens que vous côtoyez, ça je l'ai dit déjà un peu, peuvent soit vous co-réguler, soit vous déréguler. Et puis, bon, moi je peux pas m'empêcher de parler de manière générale de la société parce qu'on vit dans une société où, c'est toujours plus vite, il y a une grosse charge mentale, il y a beaucoup de stress. Donc forcément tout ça, ça va aussi influencer notre système nerveux et qui peut du coup rester, coincé dans un état de survie en particulier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les états de survie, enfin, c'est pas mal en soi. En soi, si on est vraiment en danger, bah, c'est bien qu'on puisse attaquer ou qu'on puisse fuir ou qu'on puisse, même s'immobiliser. Quand on est malade, c'est bien qu'on soit en parasympathique dorsal et qu'on soit immobile parce que c'est ce qui nous permet de récupérer un maximum. Si, on voit une voiture on traverse, on n'a pas vu une voiture et on voit une voiture tout à coup et on se met à courir, bah, c'est bien qu'on court. Le problème, c'est que bien souvent, on reste coincé après dans cet état-là. C'est comme si notre syst c'est et c'est ça, quand on dit qu'un système nerveux est dérégulé, c'est qu'on va rester coincé dans cet état sans vraiment s'en rendre compte et là, il va y avoir plein de conséquences dans notre quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étude qui a été menée, où ils ont vu que 85 des gens, seraient dans un état de survie permanent. Hem Bon, ça, je l'ai déjà dit, hein, en vrai, ça, je l'ai dit. Alors, les comportements, concrètement, c'est il y en a pas un autre? Ah bon, OK. Hem, Par exemple, quand on est dans un état de survie, on peut ressentir la procrastination. La procrastination, c'est un état où on va être ça dépend si elle est active ou passive, c'est-à-dire que si je procrastine pour faire un truc, mais en fait, du coup, je fais plein d'autres choses en même temps. Là, je vais être dans de la fuite. Donc là, clairement, ça veut dire que je suis dans une branche sympathique fuyant au niveau de mon système nerveux. Si maintenant c'est de la procrastination passive où je fais rien et où je suis juste devant Netflix, bah là, ça va être du parasympathique dorsal. Le manque de confiance en soi, ça c'est plutôt général, on va dire, au fait d'être dans un état de survie. C'est pas nécessairement lié à une branche en particulier. Le stress, c'est lié à une branche sympathique parce que la branche sympathique, c'est une branche où, quand on veut combattre ou fuir, c'est que notre corps va mobiliser de l'énergie. Donc on va avoir beaucoup d'énergie à l'intérieur de soi. Quand on est stressé, c'est quand cette énergie, on la sent, elle est là à l'intérieur de soi. Donc on est dans du sympathique. L'éparpillement, souvent, c'est quand des gens me disent: «Oui, mais je manque de focus, j'y arrive pas parce que je manque de focus, je m'éparpille, je fais 36 000 choses en même temps». Bah, ça, c'est une branche sympathique fuyant.
C'est qu'on est dans une stratégie de fuite, mais c'est vraiment quand je dis ça, c'est pas au niveau du mindset, c'est au niveau du système nerveux, c'est physiologique. On est dans, ici, le rouge qu'on voit ici chez le petit bonhomme. Hem, le travail acharné, le fait d'être dans action, 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 action avec, en ayant, de la difficulté à s'arrêter, en culpabilisant en s'arrêtant, bah, ça, c'est la branche sympathique, mais la sympathique agressif. Donc le côté quelque part de combat, de lutte. Il faut travailler, 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 travailler dur pour mériter, par exemple. Les addictions, c'est, du sympathique fuyant. On va fuir à travers les addictions, mais c'est de niveau la branche de sympathique au niveau du système nerveux qui est sollicitée. La recherche de sens obsessionnel, typiquement, par exemple, les personnes, qui, alors je tiens quand même à insister le côté obsessionnel. Donc on peut rechercher du sens, c'est totalement bien et normal de rechercher du sens. Maintenant, si c'est obsessionnel et qu'on essaye à chaque fois de trouver un signe, «Oh, il y a un nuage qui est passé, donc c'est un signe. Oh, il y a une voiture qui est passée, donc c'est un signe». Si c'est obsessionnel, c'est du sympathique fuyant et il y en a, ils passent leur vie à fuir dans le développement personnel parce qu'ils vont d'approche en approche dans le dev perso. Ils ont une impression de bien-être et de sécurité, mais c'est du sympathique fuyant. C'est quand même un mécanisme de survie. Hem, la question que j'aimerais te poser, Isaline, c'est, quelles sont tes croyances ou quels sont tes comportements que tu as éventuellement, que tu aimerais changer. Hem et comme ça, je peux t'aider aussi à te dire: «OK, c'est relié à quelle branche au niveau de ton système nerveux?» Alors, hop, je mets le chat. Ah! Tous les comportements qui sont là. Bon, OK. En tout cas, ton système nerveux est plutôt dérégulé. Ah, OK. Croyance: «Je dois être parfaite pour être aimée, avoir de la valeur». OK, OK. Donc c'est le côté perfectionnisme. Donc en tout cas, si tu dis que c'est vraiment plus tout ce qui est là, ça veut dire que tu es plus dans du sympathique fuyant. Quand on est dans un système nerveux dérégulé, on va avoir hem, on va être coincé dans un truc en particulier. Enfin, il y a comme une branche, un état qui va dominer. Donc toi, très probablement que ce qui domine chez toi actuellement, c'est que tu es un peu, quelque part, coincé, ton système nerveux est coincé dans du sympathique. Maintenant, il peut des fois y avoir ce qu'on appelle des boucles, c'est-à-dire qu'on peut être coincé dans 2 états et balancé d'un état à un autre. Donc, par exemple, on peut être dans du sympathique fuyant et en même temps, du dorsal et donc parfois, on va faire, plein de choses, on va s'éparpiller, on va faire 36 000 choses, mais jamais ce qu'il faut réellement, jamais les priorités. Et à d'autres moments, on va totalement être HS, totalement en mode, légumes, on va rien faire, de sa journée, on va rester en pyjama toute la journée. Ouais, j'exagère, hein, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire par là. En tout cas, il va vraiment avoir ce donc 2 possibilités, soit tu es coincé juste dans un état, soit tu es coincé dans une sorte de boucle qui est permanente en fait et qui, voilà, qui se suit. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Bon, la partie la plus importante, comment on régule son système nerveux? Donc en tout cas, ce qui est important vraiment de montrer à travers ça, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est que finalement, c'est pas nécessairement de ton mindset, de tes pensées que tu dois te préoccuper, mais de ton système nerveux. C'est lui qui est à l'origine de tout et si tu as un système nerveux qui est dérégulé, tu vas pas pouvoir changer tes croyances, ton mindset et cetera. Donc c'est vraiment commencer d'abord par réguler son système nerveux. Plus tu vas faire ça, plus tu vas te sentir en sécurité, plus du coup tu vas pouvoir ensuite, heu changer ta perception du monde et changer tes émotions et changer finalement tes comportements.
Ce que j'ai pas, je vais quand même revenir en arrière vite, vite. Hem Ce que j'ai omis de dire, c'est que ici, la branche parasympathique ventrale, c'est du coup la branche où on se sent en sécurité, où on se sent en lien. C'est là qu'on va ressentir justement la confiance en soi, l'amour, la gratitude, et cetera. Ce qui explique pourquoi, finalement, quand j'ai commencé à méditer, j'ai régulé mon système nerveux et du coup, la gratitude, l'amour de soi, est venu naturellement, simplement, en fait, sans faire d'effort, parce que ça a sollicité la branche parasympathique ventrale. Alors, on poursuit, on poursuit, on poursuit, on poursuit, parce que l'heure passe à une vitesse incroyable. Comment réguler son système nerveux autonome? Hem, Déjà, pour moi, ce qui est important de dire, c'est que même si tout ça, c'est nouveau pour vous peut-être, hem, je vais vous décevoir, très certainement. Parce qu'il n'y a pas de méthode, d'exercice magique pour réguler son système nerveux. Réguler son système nerveux, ça passe par des activités que vous connaissez très probablement, comme la méditation pleine conscience par exemple, qui en est une. Ce qui va être important, c'est d'aller trouver qu'est-ce qui vous correspond. Et pour trouver qu'est-ce qui vous correspond, il faut passer par 4 étapes. La première, c'est déjà observer, prendre conscience de quel est mon état dominant. Commencer à prendre conscience, on appelle ça la neuroception, être capable d'observer son système nerveux en action, d'observer comment notre système nerveux nous protège. Quel est son état dominant? Quel est ton état de survie actuel? Typiquement, juste avant le live, oula, je me sentais stressée, j'avais mon cœur qui palpitait à 1000 à l'heure. J'étais à ce moment-là dans du sympathique. L'énergie était mobilisée, j'avais pas envie de fuir ou combattre, mais en tout cas, et ça, c'est quelque chose qui se fait avec le temps parce que bien souvent, on n'est pas conscient de notre système nerveux, on n'est pas conscient de dans quel, voilà, on prend pas conscience toujours de nos sensations et donc c'est vraiment la première étape qui est essentielle, c'est la prise de conscience. De commencer à être conscient, à être de plus en plus conscient de qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Quelles sont mes sensations dans l'instant? Et tes sensations corporelles vont te donner un indicateur de quelle est la branche de ton système nerveux qui est activée. Tu as peu d'énergie, voire tu n'en as pas du tout, c'est du dorsal. Tu es stressé ou tu sens que tes jambes, genre si dès que tu sens une sorte de tension dans tes épaules, dans ta mâchoire, dans tes jambes, c'est que tu es dans du sympathique. Il y a de l'énergie qui est mobilisée. Et ça se fait aussi avec le temps, avec l'entraînement. J'aime beaucoup cette phrase de Thomas Dansembourg qui dit: «On ne peut pas sortir d'un piège si on ne sait pas qu'on est dedans». Donc c'est vraiment la première étape, c'est de prendre conscience, de son état de survie, prendre conscience de son système nerveux et prendre conscience de quand est-ce qu'il nous protège. Deuxième étape, essentielle, c'est l'accueil et la bienveillance de son état. Parce que on va avoir tendance, entre autres avec le dev perso, si vous êtes comme moi en tout cas, vous allez avoir tendance à vouloir directement changer votre état. OK, OK, comment on se fait pour, tout de suite, être mieux? Comment on fait pour, ne plus être stressé? Comment on fait pour se sentir bien? Sauf que si on fait tout de suite ça et qu'on passe pas par cette deuxième étape, on va être de nouveau dans de la fuite. Donc la fuite, mécanisme de survie lié au sympathique. Donc cette deuxième étape est aussi essentielle et pour ça, j'avais envie de vous partager un moment que j'ai vécu, samedi. Donc j'ai vécu une petite, intervention, en hôpital vendredi et qui m'a mise, KO et du coup, samedi, je sentais vraiment que, oh là là, j'avais envie de rien faire de ma journée et plutôt que de lutter et de combattre ça, je me suis dit: «OK Laetitia, respecte ton état. Ton système nerveux, il en a pris un coup. C'était compliqué d'avoir, voilà, de gérer cette intervention en hôpital, voilà, tout ce qu'il y a eu autour de ça. Il y a eu beaucoup de stress, mon sympathique a été beaucoup sollicité. Donc maintenant, je m'autorise j'autorise mon système nerveux
à être en dorsale. Et si ça passe par ne rien faire de toute la journée, je ferai rien de toute ma journée. Respecter son état. Maintenant, il y a une différence entre subir son état et choisir son état. Si j'avais été dans la lutte en me disant: «Non Laetitia, tu peux pas», en me sentant, par exemple, coupable d'être dans cet état-là, coupable de ne pas avoir d'énergie, coupable de ne pas avoir envie de faire des choses, j'aurais été en résistance et là, j'aurais subi mon état. Alors que là, je l'ai accueilli et je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire comme activité qui respecte mon état de dorsale, mon état où j'ai envie de rien faire, mon état d'immobilité et qui me permettrait en même temps d'être en sécurité». Donc c'est vraiment la différence entre subir versus choisir son état. Et puis troisième étape, bien sûr, réguler son nerf vague. Je vous dirai comment il faut faire. Ce qui compte, c'est vraiment l'intention qu'on va poser, l'intention de vraiment le faire pour réguler son système nerveux et de choisir aussi la ressource, la chose, l'exercice, l'activité qui, est en lien avec notre état de survie actuel. Et puis la quatrième étape, c'est, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on maîtrise tous ces 3 premières étapes, là, on pourra ensuite jouer entre les différents états selon nos besoins, selon notre énergie, selon nos objectifs. Si par exemple, je sens à un moment donné que j'ai admettons samedi, j'ai un rendez-vous de coaching, j'ai une cliente samedi, admettons que j'aurais eu un rendez-vous, une cliente samedi et que j'avais zéro énergie. Première étape, observer. Deuxième étape, accueillir. Troisième étape, réguler, c'est-à-dire faire un exercice où je respecte mon état, mais en sécurité. Par exemple, la méditation, je suis immobile, donc je respecte mon état de dorsale, d'immobilité. Je me mets en sécurité. Et ensuite, vu que je sais que je vais avoir ce rendez-vous de coaching où je dois avoir de l'énergie, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire pour mobiliser l'énergie, pour avoir plus d'énergie à l'intérieur de moi, pour justement, que ce soit pour après ne pas subir finalement ce rendez-vous de coaching que j'ai. Alors concrètement, comment ça se fait? Donc comment on fait ça? Comment on fait cette troisième étape qui est réguler son système nerveux? Réguler son système nerveux, ça passe par le fait de stimuler son nerf vague. Je vous ai montré une photo là, du nerf vague. Par où passe le nerf vague? Le nerf vague, il là, sur la photo, ça se voit pas bien parce qu'en fait, ils ont voulu montrer le fait qu'il y a 2 branches. Mais en fait, le nerf vague, il passe par en arrière de l'oreille, la nuque, le cou, les cordes vocales, la poitrine, le cœur et puis ensuite, les organes du système digestif et il termine dans les intestins, première partie des intestins. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on sait ça, on sait qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent stimuler notre nerf vague. Si je fais de l'exercice et que je fais par exemple un exercice d'étirement au niveau du cou, je vais stimuler mon nerf vague parce que mon nerf vague, il passe par le cou. Si je chante, je peux stimuler mon nerf vague parce qu'il va passer par les cordes vocales. C'est là que j'en viens à peut-être la potentielle déception. C'est que, comme vous l'avez observé, il y a plein d'activités, plein de choses qui peuvent réguler votre système nerveux, d'où l'importance d'abord d'avoir les différentes étapes pour voir quel est mon mécanisme actuel, quelle est la branche de mon système nerveux qui est activée sur le moment, et puis ensuite aller voir de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui me permettrait d'être en sécurité dans l'instant. Et donc, il y a 2 sortes de ressources. Il y a des ressources qu'on va appeler externes, qui vont être tout ce qui est activité physique, la mobilité, tout ce qui étirement, le sport, et cetera, toutes ces choses-là. Le yoga en fait partie, le pilates, toutes ces choses-là, voilà.
tout ce qui est en lien avec la mobilité, les activités physiques, etc., peuvent réguler votre système nerveux. Et puis, il y a tout ce qui est interne, qui est plutôt des choses qui sont en immobilité, en fait, finalement, qui est le fait de les techniques de respiration, le fait de prendre conscience de comment est-ce qu'on respire, la méditation, la visualisation, etc. Tout ça, ce sont des plutôt ressources internes. Les ressources internes vont souvent être liées plutôt à la branche dorsale et les ressources externes vont plutôt être liées à la branche sympathique. Je résume l'essentiel parce que peut-être qu'il y en a qui vont me dire: «Oui, mais moi je fais du yoga et pourtant j'ai l'impression que j'ai quand même un système, nerveux qui est dérégulé». Bah oui, parce que ce qui est important, c'est est-ce que tu le fais pour réguler ton système nerveux? Oui ou non? Et est-ce que avant de le faire ça, est-ce que tu as été voir, est-ce que tu as pris conscience de quel est ton état de survie? Et est-ce que tu t'es posé la question de, du coup, quelle est la ressource qui me ferait le plus de bien dans l'instant? Parce que si je suis en sympathique, j'ai de l'énergie dans mon corps. Oui, à ce moment-là, faire du sport, ça me fera du bien. Mais si je suis en dorsale, que j'ai zéro énergie, faire du sport, c'est pas nécessairement ça qui me fera du bien dans l'instant. Ce qui me fera du bien, si je suis en dorsale, dans l'instant, c'est de faire un truc où je reste quelque part dans du dorsal en immobilité, mais en sécurité, comme par exemple de la méditation. Donc, d'où l'importance, vraiment, je reviens à ces 4 étapes qui sont essentielles. euh, et plus tu vas faire ça, plus vous allez faire ça, plus vous allez réguler votre système nerveux. Mais il n'y a rien de magique, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Vous l'avez bien compris, je crois. Ça ne se fait pas juste en une fois. Il faut savoir que notre système nerveux, il passe par les différents états plusieurs fois par jour. Mais ma question pour vous, c'est combien de fois aujourd'hui avez-vous pris conscience de votre respiration? Combien de fois aujourd'hui vous vous êtes demandé quel était l'état de survie de votre système nerveux? Combien de fois aujourd'hui est-ce que vous avez observé vos sensations pour voir quelle était votre énergie, quel était votre état de survie et de quoi vous aviez besoin dans l'instant? Et ça se fait avec la régularité, ça se fait avec le temps aussi. J'étais perturbée, j'ai vu qu'il y avait un autre participant qui est venu je ne sais pas trop quand. Donc bienvenue à ce troisième participant. Hem, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Isaline, est-ce que tu as des questions? J'aime bien dire pour la méditation que c'est un entraînement, mental comme le sport est un entraînement physique. Bah, la régulation du système nerveux, c'est pareil, c'est un entraînement. Prendre conscience de ton état, c'est un entraînement. Arriver à accueillir et respecter ton état, c'est un entraînement. Et donc, arriver à réguler ton système nerveux au fur et à mesure de ta journée, c'est de l'entraînement. C'est à force de le faire que tu vas pouvoir réguler au fur et à mesure ton système nerveux. Alors, je regarde ici dans le chat. Euh, addiction, c'est de la fuite, donc c'est du sympathique fuyant. Et en fait, on essaye de oui, voilà, c'est vraiment on fuit dans quelque chose, on compense quelque part aussi, voilà, son mal-être, mais on va être dans, voilà, on fait quelque chose pour,
être dans la fuite parce on sent de l'insécurité à l'intérieur de soi. Souvent, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a de la c'est ça, le système nerveux dérégulé, c'est égal à insécurité. Donc il y a de l'insécurité à l'intérieur de toi, pas nécessairement tu n'en es pas nécessairement consciente, mais du coup, tu vas avoir cette stratégie, ton système nerveux va avoir cette stratégie de fuite. Ce qui est très important, c'est que et je reviens encore là-dessus, c'est que c'est vraiment un mécanisme de survie, un mécanisme de protection, donc c'est plus fort que toi. Ce qui explique que c'est si compliqué de sortir d'une addiction et de peu importe quel comportement au final. Ceux qui vivent de la procrastination, ils ont essayé de sortir de la procrastination, mais souvent ils n'y arrivent pas. C'est compliqué parce que c'est ton système nerveux te protège. Il se sent en mode survie. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Donc, il veut, lui, tout ce qu'il veut, c'est te garder là-dedans. Et donc ça, de nouveau, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit, dans la mesure où tu vas réguler ton système nerveux, où du coup, ton système nerveux va capter de la sécurité, mais ça prend plusieurs mois, hein. Vous l'avez vu à travers mon parcours. Voilà, 3 mois, 8 mois. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps, mais avec le temps qu'il est dans ton système nerveux, tu arriveras à avoir plus de recul, à capter ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et du coup, à pouvoir te distancer aussi de ces comportements-là, à sentir que tu n'as plus besoin d'aller là parce qu'en fait, tu te sens suffisante, tu te sens en sécurité et donc tu auras plus ce mouvement, plus fort que toi d'aller vers quelque chose, d'aller vers une addiction, par exemple. Et puis la deuxième, oui, ouais, la deuxième approche dont je vais parler juste, très rapidement, qui est la neuroplasticité par l'expérience. Hem, Ce qui est important là-dedans, c'est que, attendez, tadadadam, où est-ce que je suis moi dans mes papiers? Hop, je reprends. J'ai pas mis le PowerPoint comme j'ai mis mes feuilles. Alors, voilà. La neuroplasticité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que le cerveau, en fait, on s'est rendu compte que le cerveau, il est malléable et il l'est d'ailleurs jusqu'à la fin de notre vie, hein. Donc, c'est même pas en mode dès qu'on est adulte, on peut plus rien changer. Non, 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 non. Notre cerveau, il est malléable, c'est-à-dire que on a vu scientifiquement que quand quelqu'un faisait une activité particulière et sollicitait du coup certaines capacités, par exemple, ça va modifier la structure de son cerveau. Par exemple, on a vu que les chauffeurs de taxi, je ne sais plus si c'est à Londres ou aux États-Unis, mais ce sont des chauffeurs de taxi qui connaissent sur le bout de leurs lèvres, leur langue, on dit, bon bref, toutes les rues par cœur. On a étudié tout, enfin leur cerveau, et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient une partie du cerveau qui était beaucoup plus développée que les autres gens. Donc, ça montre qu'en fait, notre cerveau sa structure peut changer. Il y a des parties de notre cerveau qui peuvent même être plus grosses que d'autres en fonction de nos expériences et en fonction aussi de ce qu'on va ressentir dans le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mesure où on ressent des choses dans notre corps, quand je dis des choses, c'est surtout du coup des émotions, des sentiments. Si je m'habitue à ressentir de la sécurité, plus je vais me connecter à un sentiment de sécurité à l'intérieur de moi, ou de joie, ou de voilà, la gratitude, ou d'amour, plus ça va créer des nouveaux circuits neuronaux dans mon cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il y aura ces circuits neuronaux et plus ce sera facile de recourir par la suite à la gratitude, à l'amour, à la sécurité, etc. Plus je le fais, plus rapide forcément va être le processus. Et plus il y aura des circuits neuronaux qui vont se créer par rapport à ces émotions-là, plus facilement, non seulement ces émotions dureront plus longtemps par la suite dans mon quotidien, mais en plus, je les sentirai avec plus d'intensité aussi. Ça montre que finalement, j'ai un jour entendu dans un séminaire, ça m'a mis, ça a fait hérisser mes poils littéralement. Dans un séminaire,
un coach connu, a dit: «La méditation ne peut pas changer votre vie». Moi, ça m'a fait hérisser les poils parce que c'est faux. C'est faux dans le sens où si tu décides de méditer tous les jours et de ressentir des émotions, de réactualiser des émotions dans ton corps et que tu ressens réellement ces émotions dans ton corps et que tu fais ça tous les jours, ça va réellement changer ton cerveau, la structure de ton cerveau. Et donc, ça va changer derrière ça aussi ton mindset, tes émotions et du coup, par la suite aussi tes comportements. C'était vraiment un petit, voilà, un petit surplus que je voulais donner, mais pour moi, c'est important parce que, c'est quelque chose dont on ne parle pas non plus suffisamment, je trouve. Maintenant, attention, la neuroplasticité, pour moi, et en tout cas le fait de ressentir des expériences dans son corps. Quand je dis ressentir des expériences dans son corps, ça veut dire, par exemple, qu'on peut s'imaginer un moment dans notre vie où on a, ressenti, du calme, de la paix, de la sérénité et on se ferme les yeux, on visualise ce moment-là, où est-ce qu'on était, comment ça se passait. Isaline, tu sais de quoi je parle, hein, parce que c'est ce que je fais dans mes méditations, à la Maison des Femmes. On se visualise vraiment comme si c'était là, aujourd'hui. On revient dans son corps, on revient ressentir ses émotions, les sensations que l'on vivait à ce moment-là. Et du coup, on vient vraiment les ressentir dans son corps, donc les réactualiser. Et ça a le pouvoir réellement, sur le moyen long terme, de créer des nouveaux circuits neuronaux dans notre cerveau et donc de changer derrière ça toute notre manière de vivre notre quotidien, de percevoir le monde, notre quotidien et même les autres. Ce qui est important quand même de dire par rapport à cette approche-là, c'est que elle est importante, mais attention, par contre, de ne pas faire ça en mode fuite. C'est-à-dire que pour ceux qui ont une tendance à être en mode sympathique fuyant, il peut y avoir du coup ce côté de ah, je sens que c'est pas agréable dans mon corps, donc vite, 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 je vais essayer de visualiser un bel endroit, je vais essayer de ressentir des émotions pour essayer de fuir l'inconfort du moment. Si tu fais ça, tu vas continuer à être dans ton mode de survie de sympathique fuyant et donc ça n'aura pas les résultats escomptés. Donc ce qui est important, premier temps, on en revient finalement à ce côté du système nerveux. D'abord, réguler son système nerveux, d'abord accueillir ce qui est là, respecter ton état actuel avant de vouloir faire quoi que ce soit et solliciter des émotions positives ou agréables. Donc les émotions positives agréables, c'est important de les solliciter que quand on est neutre, pas quand on a des émotions désagréables. C'est pas le moment de faire la neuroplasticité par expérience et de ressentir des émotions positives. Parce que sinon, on sera dans un mode fuite. On va activer notre mécanisme de survie, enfin notre système nerveux va s'activer de survie et du coup, on n'aura pas les résultats escomptés. Mon approche, c'est une approche qui combine finalement 3 méthodes. Elle combine le système nerveux autonome, la régulation du système nerveux. Elle combine la pleine conscience parce que la pleine conscience permet d'accueillir, déjà de prendre conscience de ses états au fur et à mesure de sa journée, prendre conscience de quelles sont mes sensations corporelles, comment est-ce que je me sens dans mon corps, quelles sont mes émotions, quelles sont aussi éventuellement mes pensées. Et puis la pleine conscience permet aussi d'accueillir mon état, d'accueillir mes émotions du moment, d'accueillir comment je me sens dans mon corps à cet instant précis. Et puis aussi dans mon approche, il y a cette dynamique de neuroplasticité où on va induire des émotions et des états positifs qu'on va venir ressentir dans son corps pour réactualiser tout ça et pour créer des nouveaux circuits neuronaux au niveau de son cerveau. Concrètement, j'ai rien à vous vendre, hein, je l'ai dit, hein, tout à l'heure, j'ai rien à vous vendre. Maintenant, j'avais quand même envie de vous parler de, ce que je peux apporter parce que j'aimerais, ça c'est vraiment quelque chose qui est venu, récemment, mais j'aimerais lancer un accompagnement au mois de janvier où je combinerais ces 3 méthodes, où on irait voir comment réguler
votre système nerveux, où on irait vous aider à, du coup, vous écouter en profondeur, prendre conscience de ce qui se passe, où je vous expliquerai vraiment en profondeur chacun des états du système nerveux, qu'est-ce qui est relié à quoi, quelles sensations sont reliées à quel état, quel comportement est relié à quel état, quelle émotion est reliée à quel état, et puis où on va se reconnecter à son corps pour, entre autres, passer à travers la deuxième étape qui est accueillir d'abord, accueillir, respecter son état et ensuite pouvoir, réguler son système nerveux où je vous donnerai tout plein d'outils, d'exercices. J'avais pensé à un exercice, un tout petit exercice, au niveau de du système nerveux, que je pourrais pas faire avec le timing. Hem, mais voilà, donc je donnerai aussi des exercices aussi concrets pour vous apprendre à réguler votre système nerveux. Maintenant, ne vous inquiétez pas, il y a plein d'exercices que vous connaissez déjà, j'en suis sûre, pour pouvoir réguler votre système nerveux. J'en ai nommé plein d'ailleurs, il y a comme le yoga, le pilates, il y a plein de choses qui peuvent aider à réguler son système nerveux. Maintenant, c'est de voir à chaque instant de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai le plus besoin en fonction de mon état, de survie dominant et en fonction de ce que je ressens, de ce dont j'ai besoin dans l'instant. Et puis dans mon approche, on va aussi, non mais ça je l'ai déjà dit, je me répète, je bafouille, mais voilà, pouvoir aussi jongler entre les différents états aussi dans la journée, pour pouvoir avoir un équilibre. Parce que ce qui est important, c'est ça, c'est d'avoir un équilibre entre les différents états. Je sais que de nos jours, c'est surtout le sympathique qui est bien vu. Le dorsal est pas du tout bien vu, de nos jours et donc, quand on va être en dorsale, entre autres pour ceux qui sont dans le côté plutôt sympathique, action, action, faire, 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 on va avoir tendance à, culpabiliser quand on est en mode dorsale, en mode immobilité, en mode, on a envie de rien faire, et cetera et mais le dorsal est important. C'est important d'avoir des moments de pause dans sa journée, par exemple, où on ne fait rien, où on fait juste, profiter, juste prendre une pause, juste, voilà, prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est important, donc il faut vraiment un équilibre et dans ces différents états au fur et à mesure de la journée et ce qui est important toujours, c'est peu importe si on est dans le mouvement ou dans l'immobilité, qu'on puisse se sentir le plus souvent possible en sécurité. Et ça, c'est ce que je vais, c'est ce que j'aimerais en tout cas apprendre à celles qui prendront cet accompagnement-là avec moi en janvier. J'ai aucun détail à vous donner parce que c'est pas encore clair pour moi dans mon esprit et c'est encore quelque chose à construire. Mais en tout cas, j'avais envie déjà quand même de vous en parler. Et tout ça, ça va clairement, avoir des répercussions sur le moyen long terme. Moi, je ne vous promets pas, que du jour au lendemain, il y aura une transformation fulgurante. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est normal, en fait, c'est naturel. C'est un rythme à accueillir aussi, ce rythme-là, comme le rythme des saisons, comme, une petite pousse quand elle, sort, de la terre, ben, elle ne va pas attendre du jour au lendemain, après la nuit, devenir un beau grand chêne. Non, ça prend du temps, il y a un rythme à respecter aussi par rapport à ça. Si vous êtes très fort dérégulé, ça va prendre peut-être plus de temps pour vous réguler et pour avoir des résultats. Ça prend du temps, c'est normal, mais c'est possible et il va avoir ce que je peux vous assurer, c'est qu'en faisant ça, il y aura des résultats. Ça, je peux vous l'assurer. Je ne peux pas vous dire quand il y aura, mais il y en aura clairement. C'est scientifiquement prouvé et et voilà, il y a pas, heu, de, à ce niveau-là, si en tout cas il y a la pleine conscience, le système nerveux et la neuroplasticité, il y aura clairement des résultats, ça, il y a pas photo. J'ai terminé, ma présentation. Si tu as des questions, Isaline, n'hésite pas. Et j'avais envie, avant que tu t'en ailles, du coup, de t'envoyer un lien. En fait, c'est avec grand plaisir, avec grand, grand plaisir. Juste, avec quoi tu ressors, avec quoi tu repars, quelle est peut-être ta pépite de ce live. Voilà, juste si, y a quelque chose à partager par rapport à ça, ce serait quoi? Tu peux faire aussi par micro si tu préfères, comme tu veux, mais ça va être diffusé, par contre sur YouTube pour que tu saches. Merci beaucoup, c'était très intéressant, très dense, très riche. Et bah, j'ai envie d'en apprendre plus. J'aimerais bien
commencer, je pense que ça pourrait beaucoup m'aider, Mmh. d'apprendre à réguler mon système nerveux, donc merci. J'ai pas un truc en spécifique, je suis en train d'intégrer. Yes, Merci. effectivement, il y avait beaucoup. J'ai vraiment voulu donner un maximum de valeur, donc effectivement, je comprends qu'il y a beaucoup à intégrer aussi, suite à ça. En tout cas, je vais t'envoyer et à tous ceux qui le regarderont aussi en rediffusé, il y aura un lien pour, celles qui seraient intéressées par, un éventuel accompagnement au mois de janvier. Enfin, l'accompagnement, il aura lieu en janvier. Hem Avec, du coup, comme ça me permet moi de voir qui est intéressé par cet accompagnement-là, de voir aussi, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Quel est le contenu que vous aimeriez avoir par rapport à ça? Quels sont les résultats que vous souhaiteriez avoir aussi? Et hem et ça m'aiderait en tout cas à pouvoir, construire cet accompagnement-là aussi, même si, pour moi c'est très clair déjà de ce que je vais mettre dedans, mais en tout cas, ça permet de construire aussi l'accompagnement en fonction aussi de vous. Et Isaline, très, très bonne question. Ce sera, pour cette fois-ci, le premier accompagnement, ce sera effectivement il y aura une partie en présentiel et une partie en distanciel. J'ai vraiment envie de donner, heu, mes contenus live en présentiel. Donc du coup, ça limite les possibilités pour ceux qui regardent par YouTube. Désolée, parce que ça sera, du coup, sur Bruxelles. Et mais il y aura aussi certaines ressources qui seront en ligne parce que ça permettra, d'avoir, voilà, des petites vidéos, des choses un peu, plus théoriques, on va dire, que ça, je vous donnerai plutôt en ligne, des méditations aussi guidées que vous pourriez télécharger, et donc il y aura aussi une plateforme en ligne aussi. Combien de temps se fera l'accompagnement? C'est une estimation grossière, mais ça se fera environ, entre 2 et à 3 mois, parce que j'estime que c'est quelque chose qui prend quand même du temps. Il y a quand même, des choses à mettre en place et ça demande un entraînement de réguler son système nerveux, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi et tout ça. Donc ça se fera en tout cas, voilà, estimation entre 2 à 3 mois. Voilà. Bah, écoutez, si vous avez plus d'autres questions, pour moi, c'est bon. Pour celles qui regarderont en ligne, je vous mets aussi un lien pour télécharger une méditation, guidée gratuite, que j'ai fait, que tu as déjà, Isaline, du coup, sur la sécurité intérieure pour vous aider déjà, et là, vous aurez déjà un premier aperçu. C'est une ressource pour réguler son système nerveux, la méditation. C'est en lien avec la sécurité intérieure qui est une thématique fondamentale à la régulation du système nerveux. Et en même temps, vous avez là un exemple concret de c'est quoi aussi la neuroplasticité par l'expérience avec l'imagerie. Moi, c'est vraiment sous forme d'imagerie du coup, mais comment ça permet de venir ressentir les émotions dans son corps. Et sur le moyen long terme, quand on le fait de manière régulière, ça permet clairement de créer des nouveaux circuits neuronaux dans le cerveau. Donc, comme ça, vous avez aussi un petit aperçu de comment je fonctionne dans mes méditations, même si mon programme d'accompagnement sera vraiment un programme où il y aura de la théorie, des exercices pratiques, de la méditation. Donc, ce sera vraiment un accompagnement qui regroupera plusieurs moyens pour pouvoir arriver à un résultat de transformation intérieure profonde et durable. Voilà, en gros. Plus de questions? Non? Top. Bah, merci Isaline d'avoir été là. Grande joie de t'avoir, revue. On s'était déjà vu ce matin pour la méditation et c'est top de te revoir et puis je te souhaite une très, très belle semaine, une belle continuation à chacun et chacune.